Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, accompagner, assister des entreprises et organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pourparler, le podcast de la négociation. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier. Mieux négocier pour un meilleur futur professionnel et personnel. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir sur le podcast pour parler Sandra Beckrich. Bonjour Sandra. Bonjour Julien. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Et toi? Eh ben écoute, au top. Je suis ravi qu'on puisse échanger sur ce sujet de l'empathie ensemble. Parce que t'es une vraie experte sur le sujet. C'est un mot qui est beaucoup usité, qui est pas toujours très bien compris et pourtant qui est d'une importance incroyable, non pas que dans la négo, mais aussi dans le management, dans le leadership, dans sa vie au quotidien. Donc on va échanger dessus, ça va être passionnant. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter avant qu'on puisse débuter, Sandra, s'il te plaît? Tout à fait, avec plaisir. Donc je m'appelle Sandra Beckrich et j'ai créé une société qui s'appelle Sapiens Coaching depuis 2 ans. Qui est une société de coaching professionnel, de conseil et de formation. Et aujourd'hui, essentiellement, j'aide les entreprises à développer l'intelligence émotionnelle et l'empathie des leaders et des équipes. J'ai un parcours plutôt technique puisque j'ai une formation d'ingénieur et puis j'ai travaillé pendant près de 18 années dans l'industrie. D'abord dans le secteur automobile. J'ai occupé des fonctions d'ingénieur commercial, d'acheteur. Et puis après, j'ai basculé dans l'industrie aéronautique. J'ai travaillé pour un équipementier aéronautique pendant près de 14 années à des fonctions opérationnelles et de management en tant qu'acheteur, responsable achat et directrice des achats pendant près de 10 ans. Donc au sein de cet équipementier, j'ai aussi occupé des fonctions de manager amélioration continue. Et puis un jour, j'ai décidé de me lancer et de créer ma société pour aider les entreprises et les personnes sur des thématiques qui me tiennent à cœur et qui sont finalement concentrées sur la qualité des relations. Voilà, et aujourd'hui, je suis spécialisée, comme tu l'as un peu dit, sur l'intelligence émotionnelle et puis l'empathie, et notamment aussi la maîtrise, la compréhension et la maîtrise du langage non verbal. Ah, super. Voilà. À travers les émotions, de mémoire qu'on avait échangé dessus, c'est Oui, ça? tout à fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la partie, je dirais, du langage non verbal, c'est surtout d'aider les personnes en entreprise à comprendre qu'on communique avec les mots, mais surtout, et beaucoup, on communique avec notre non verbal. Et donc, il est important d'être capable de décoder finalement ce non verbal qui est au centre de notre communication et finalement aussi du lien et de la relation qu'on crée avec les autres. Et donc, dans cette idée, le non-verbal est extrêmement, pour moi, connecté finalement à l'intelligence émotionnelle et à l'empathie. Bon, voilà, on pourra peut-être en parler de manière un peu plus précise pour complètement. expliquer de quoi il s'agit. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, Sandra, si tu veux bien, sur cette notion d'empathie qu'on a utilisée plusieurs fois, au mot de 3 syllabes, pas toujours bien compris par les gens. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'empathie ou ce que n'est pas l'empathie? Je te laisse vraiment définir ça comme tu le souhaites. Voilà. Et on va creuser. Oui, très bien. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'empathie est je dirais peu comprise. Souvent, quand on parle d'empathie, les personnes pensent à la sensibilité émotionnelle, je dirais. C'est-à-dire qu'on est empathique ou on n'est pas empathique. On peut même penser à certaines personnes qu'on qualifierait d'antipathiques. Alors, qui est différent. De ce fait, voilà, ce qui est complètement différent. Donc souvent, on associe l'empathie à la sensibilité émotionnelle, c'est-à-dire qu'on est empathique, donc on ressent les émotions des autres et parfois ça peut même peut-être nous poser des problèmes parce qu'on a de la difficulté à gérer cet excès, on va dire, d'empathie. Et puis parfois, en entreprise surtout, on peut éventuellement nous dire, nous reprocher de ne pas être assez empathique avec les gens. Voilà. Donc ça, c'est un peu, je dirais, ce à quoi pensent les personnes en premier lieu quand on parle d'empathie.
ce qui est différent en fait de ce qui est réellement l'empathie. Il y a d'autres personnes aussi qui confondent l'empathie avec la sympathie. Voilà. C'est quoi une différence? Voilà, donc la sympathie, on est vraiment dans l'idée de vouloir un peu d'une certaine façon améliorer les choses. Donc on est sympathique avec quelqu'un dans l'intention de donner de la sympathie, d'aider l'autre, mais concrètement ça se traduit souvent par je dirais des manières de se comporter où on va donner des conseils, on va vouloir embellir les choses, on va vouloir finalement convaincre l'autre que ce n'est pas si grave, etc. Donc on pense en fait, avec ce comportement sympathique, que ça va aider l'autre, mais pas forcément. Et c'est là la différence claire entre la sympathie et puis l'empathie, où l'empathie, on va être dans la compréhension de l'autre. D'accord. C'est-à-dire que finalement, on va le comprendre, et c'est le fait justement que l'autre se sente entendu et compris qui va l'aider à lui-même trouver, on va dire, une solution par lui-même, qui va lui-même l'aider à mieux comprendre sa propre situation et trouver une issue. D'accord. Donc l'empathie, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est ressentir en dedans, l'empathie. L'étymologie du terme empathie, c'est ça. Et donc, on a cette idée derrière l'empathie de je te comprends, je te vois. Et d'ailleurs, moi je fais référence à un terme africain qui est Savu Bona. D'accord. Savu Bona qui veut dire je te vois tel que tu es, avec tes qualités, tes défauts, avec ton émotion à l'instant, et je t'accueille. Et donc, c'était pas une phrase qui était dans la voiture? Oui, si, je crois. Je te vois. Je crois bien, effectivement. Oui, tout à fait. C'est la culture cinématographique, pas sur les films de Wood. Désolé. Non, mais c'est vrai, je crois bien. Et puis, c'est un terme qui est en Afrique est très, très important. Très fort, voilà. Dans l'importance qu'on accorde à l'autre. Et donc, l'empathie, c'est cette capacité, finalement, à identifier, comprendre et composer avec les émotions de l'autre pour mieux le comprendre et mieux communiquer plus efficacement avec lui. Donc, il y a aussi cette notion de compréhension. Donc, on a la notion de sensibilité émotionnelle, forcément, parce qu'il y a toujours une part de nécessité de ressentir ce que l'autre ressent, ce qui est très naturel. Ça, c'est absolument dans notre propre constitution. Nous sommes capables de ressentir les émotions des autres grâce à nos neurones miroirs, mais en plus, on va être capable de comprendre l'autre et de ce fait-là, de comprendre son état émotionnel, ses besoins et mieux communiquer avec. Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation, anciens chefs de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignants à Harvard, experts en psychologie et détection du mensonge, criminologues, préparateurs mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0 € de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. C'est passionnant. Alors juste pour revenir sur sympathie, donc après passer vraiment sur l'empathie, parce qu'il y a différentes formes d'empathie, en plus dans ton travail émotionnel, je crois, cognitif. La sympathie, effectivement, quand on trouve nous beaucoup en négociation, on a ce que tu disais tout à l'heure, on a 5 qui veut dire avec, et cette notion de pathos. Donc en fait, on a un manque de lucidité dans cette relation à l'autre, et on va vivre les émotions avec l'autre, avec ses neurones miroirs. S'il est en colère, je suis en avec colère. L'autre même. Exactement. S'il est en colère, je suis en colère. S'il est content, je suis content. Et c'est cet excès de sympathie qui peut nous sortir à sortir du mandat, nous dans la négociation, à sortir de notre champ des possibles. Pour faire plaisir à l'autre et pousser à l'extrême, effectivement, c'est le syndrome de Stockholm, où en fait on va avoir un otage qui par sympathie, donc il n'a plus de lucidité, va
va épouser au sens littéral, voire propre du terme, les intérêts de son ravisseur, et l'inverse existant étant le syndrome de Lima. Pour le coup, l'otage va se prendre de sympathie, le preneur d'otage va se prendre de sympathie pour l'otage. Donc ce que tu me dis, c'est vraiment là dans l'empathie. En plus, il y a vraiment cette compréhension intellectuelle où on va pas forcément vivre l'émotion de l'autre, mais on va lui faire comprendre qu'on a cette sensibilité, qu'on le comprend, qu'on l'entend et qu'on crée ce lien à lui. C'est ça? Alors oui, un petit bémol, c'est qu'on va quand même en fait ressentir. D'accord. En fait, il nous faut quand même cette sensation de l'émotion de l'autre. Il faut quand même pouvoir comprendre l'émotion de l'autre, passe par la nécessité d'être sensibilisé par l'émotion de l'autre. Donc Génial. en fait, il y a quand même cette notion de je ressens un peu la tristesse de l'autre, mais je sais réguler mes propres émotions. Et donc je ne souffre pas avec, et ça reste l'émotion de l'autre. Super. Elle lui appartient. Voilà. Et je suis en capacité, moi, parce que j'ai développé peut-être aussi un peu mon intelligence émotionnelle, je suis en capacité à réguler ma propre émotion pour vraiment être dans l'ouverture, dans la compréhension de l'autre, notamment dans la disponibilité à écouter activement l'autre. Et je pense que ça, c'est clé dans toutes les relations humaines, personnelles, professionnelles. Mais si on parle un peu plus de la négociation des équipes commerciales, on est vraiment là, on est vraiment dans il y a une intention. C'est-à-dire que dans l'empathie, empathie émotionnelle plus qu'empathie cognitive, il y a une intention de comprendre l'autre. Très clair. Voilà. Est-ce que donc il y a cet aspect cognitif. Ouais. Et on ira après vraiment sur les subtilités de l'empathie, mais de ce que j'entends, est-ce que ça veut dire que l'empathie, paradoxalement, elle commence pas avec l'autre? Elle commence avec moi en tant qu'individu, avec ce que je te cite, qui est fort, c'est ma propre capacité à réguler mes émotions. Donc est-ce que cette première forme d'empathie où on se dit toujours c'est cette capacité à comprendre les émotions de l'autre ou à les vivre d'une certaine manière, toi ce que tu me dis, c'est qu'il faut cette lucidité déjà pour voir comment ça fait écho chez moi et comment je peux les réguler. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être empathique avec les autres si nous ne sommes pas déjà empathiques avec soi-même. Dans l'idée que si nous ne sommes pas empathiques envers nous-mêmes, nous allons être dans la difficulté finalement à justement faire la part des choses, à agir et se comporter avec lucidité parce que nous risquons d'être nous-mêmes envahis par nos propres émotions. Puis dans la notion d'empathie envers soi-même, ça va au-delà de simplement réguler ses émotions, c'est aussi l'empathie envers soi-même, c'est finalement s'accepter. Donc c'est-à-dire qu'il y a toute cette notion de perception de soi, de conscience de soi individuelle, qui est important. C'est-à-dire que si on s'accepte, si on accepte nos émotions telles qu'elles sont, on les comprend, on a développé une conscience de soi émotionnelle et on sait aussi nous-mêmes exprimer nos propres émotions, on va être en capacité en fait à mieux comprendre celles des autres. Donc si on n'est pas nous-mêmes connectés à nos propres émotions, on ne peut pas être capable finalement de comprendre l'état émotionnel des autres. Donc ça c'est très important aussi dans la relation professionnelle, c'est-à-dire que sinon ça va se ressentir, se voir. C'est-à-dire que on peut pas faire semblant. Il est important dans l'empathie de bien comprendre l'émotion, l'état émotionnel de l'autre, et donc ne pas se tromper sur ce que ressent l'autre pour pouvoir vraiment mieux le comprendre et puis que lui aussi se sente compris. Donc, il faut être connecté à ses propres émotions pour pouvoir bien comprendre finalement aussi ce qui se cache derrière les émotions, à quoi elles servent. J'ai envie d'utiliser une petite phrase mirroring, mais à quoi elles servent ces émotions? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup dans ce courant de pensée, puis je pense qu'on en avait parlé la dernière fois, qui est assez récent et moderne, cette stigmatisation des émotions positives, voire on va mettre en opposition avec les émotions qui sont pas belles, pas bien, qui sont négatives. Et j'ai envie de te dire,
est-ce que les émotions sont positives ou négatives, ou est-ce qu'elles ont vraiment une utilité qui est autre? Et je pense que tu comprends ma question derrière ça. Oui, à quoi servent ces émotions, quoi? Et oui. Et donc moi, je ne parle jamais d'émotions positives ou négatives. Je parle toujours d'émotions agréables ou désagréables, justement pour cette importance clé, qui est que chaque émotion est là pour est une sorte de. Nos émotions sont notre boussole. C'est ça, ça a une utilité. Guide. Voilà, et elles sont utiles parce que émotion ex movere, se mouvoir en dehors, ça veut dire nous pousse à l'action. Chaque émotion se manifeste parce que elle est là pour nous donner un message, nous informer de notre état émotionnel et surtout d'un besoin qui est soit satisfait, soit insatisfait, et nous inviter à l'action. Donc c'est pour ça que c'est très important de les écouter, parce qu'elles nous invitent à l'action. Donc ça veut dire que lorsqu'on ressent une émotion, elle nous invite à passer à l'action immédiatement. On n'est pas là, elles sont là pour vraiment nous expliquer qu'il faut agir tout de suite. Donc chaque émotion est utile. Alors, moi j'utilise beaucoup dans les formations que je fais, les séminaires, j'utilise beaucoup l'image de l'équipe de football. Dis-moi. Parce que en fait on peut imaginer que nous sommes tous et toutes entraîneurs de sport de haut niveau, coach sportif de haut niveau. Et nous avons une équipe émotionnelle constituée de joueurs, d'accord, positionnés, par exemple comme au football, en 4-3-3, là, en positionnant 4-3-3, et donc on a une équipe qui avec des joueurs qui ont tous un rôle important sur le terrain. Donc, à l'image d'un match de football, il est important de comprendre et d'avoir l'ensemble de nos émotions sur le terrain pour pouvoir viser l'équilibre émotionnel. Ça, je vais y revenir un petit peu après, mais chaque émotion a sa fonction. Et chaque émotion, du coup, a son rôle à jouer dans le match, on va dire. Et pour gagner un match, il vaut mieux avoir tous les joueurs sur le terrain, parce que s'il manque certains joueurs, on va avoir des difficultés à gagner le match. Donc, il est important d'être connecté non seulement à nos émotions agréables, bien sûr, mais aussi à nos émotions désagréables. Et si la colère n'intervient jamais sur le terrain, si elle est mise de côté, si elle est réprimée de manière récurrente, on va avoir des difficultés finalement à gagner le match, on va avoir des difficultés à être dans cet équilibre émotionnel. Donc, on a ce qu'on appelle 3 grandes familles d'émotions primaires. On a les émotions, dans les émotions, on va dire désagréables, on va retrouver les émotions offensives. D'accord. Comme sur un terrain de football, donc ces émotions qui sont les attaquantes. D'accord. Donc on va retrouver la colère, le mépris, le dégoût, ce sont des émotions qui sont vraiment axées qui nous invitent finalement à combattre, à aller de l'avant, à défendre nos idées, nos valeurs. Comment moi c'est intéressant sur ces 3 émotions. Il y en a 2 que je comprends totalement, qui sont colère et dégoût, et qui pour moi sont vraiment universelles. Tu vois, au sens que Paul Ekman les a définis, c'est-à-dire quel que soit l'âge, la culture ou le sexe. Le mépris, tu vois, je le perçois moins comme universel, dans le sens où, alors j'ai beaucoup de chance, mais mon fils qui a 4 ans ne me méprise pas encore. Donc, tu vois, c'est pas quel que soit l'âge. J'ai l'impression que c'est plus un dégoût qui est sociabilisé, si je dois reprendre une expression de Jean-Pierre Vera. Mais comment est-ce que le mépris pour toi, qui est une émotion désagréable, elle nous sert dans le quotidien, parce que c'est vraiment, il y a un côté très condescendant et pédant dans le mépris. C'est quoi son utilité? Effectivement, il y a en fait des émotions qui ont un côté clair, un côté sombre. Donc, je vais revenir sur les autres, mais la colère, c'est aussi une émotion qui a un côté clair, un côté sombre. Mais bien sûr. Le mépris, effectivement, on dit d'ailleurs. Je vois pas son côté clair au mépris. Oui, on dit le mépris tue l'empathie. C'est vrai. D'accord. Dans le sens où le mépris a deux faces, je dirais. Il y a le mépris, je dirais, il y a le mépris qui a vraiment le côté sombre du mépris, c'est clair, c'est qu'à haute dose,
le mépris va finalement de plus en plus détruire la personne qui est en face de nous ou que l'on méprise. Une personne qui se sent méprisée, qui est méprisée de manière récurrente, va être touchée dans son identité. Oui. Donc le mépris à haute dose est effectivement mauvais pour celui qui est méprisé. Donc notamment en entreprise, il faut beaucoup de mépris quand même. On le voit assez régulièrement. Alors c'est une émotion, moi je dirais, qui est universelle dans le sens où, en tout cas, elle fait partie des 7 émotions qui sont purement reconnaissables avec les micro-expressions faciales, avec le non-verbal du visage. Donc c'est une émotion qui existe dans toutes les cultures et qui se reconnaît par ces expressions faciales qui sont typiques du mépris. Voilà, avec effectivement la symétrie. Je dois faire attention aux asymétries, dans les micro-expressions faciales. Et donc, on a effectivement ce côté-là. Après, je dirais le côté qui reste OK pour le mépris, c'est quand finalement on n'évalue pas, on ne juge pas quelqu'un, mais on évalue et on juge un travail. C'est-à-dire qu'on peut avoir du mépris sur une prestation. On peut avoir du mépris sur un travail qui a été fourni. Par exemple, on est en entreprise et puis un collaborateur rend son rapport, vous venez de le recevoir, vous ouvrez le rapport, la personne n'est peut-être même pas face à vous, vous regardez le rapport et puis le rapport est bourré de fautes d'orthographe. D'accord. Vous pouvez, si on vous regarde, si on vous filme à ce moment-là, il est fort possible que si c'est quelque chose qui est important pour vous, de ne pas faire de fautes d'orthographe, ça fait partie de presque vos valeurs, et bien que vous puissiez avoir du mépris sur le travail fourni. Et vous allez faire cette micro-expression faciale de mépris. C'est pas la hauteur, en fait, voilà, de nos attentes. C'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas à la hauteur de nos attentes. Et là où il faut faire très attention, c'est que si l'on reste sur un travail, sur un objet, sur quelque chose qui n'est pas une personne, ça va. Si c'est la personne qui n'est pas à la hauteur de nos attentes, ça va peut-être une fois, mais si c'est récurrent, là, ça va poser problème parce qu'effectivement, on va peut-être même mixer ce mépris avec du dégoût moral. Passionnant. Qui sont 2 émotions très proches et en termes d'ailleurs d'expression faciale, on se retrouve exactement dans la même zone du visage, avec voilà, le dégoût moral qui va se montrer en relevant la lèvre supérieure. C'est assez fort. Comme les petites rides qui arrivent au niveau du nez. Voilà, exactement. Passionnant. Donc voilà, là on est dans les émotions offensives. Non mais je comprends pour le coup cette notion de mépris en fait qui vient de nous dire que il y a notre besoin qui est pas satisfait et il est pas satisfait là parce qu'il est pas la production du travail ou de ce que l'autre me fournit n'est pas à la hauteur de ce que je pouvais attendre ou espérer de la situation donnée. Et donc ça doit montrer à l'autre qu'il y a encore un chemin à parcourir. Et d'ailleurs c'est intéressant de se dire de ce fait-là quand on voit du mépris de ne pas forcément tout de suite juger ce mépris comme étant du mépris envers nous-mêmes. Ça peut être envers le travail qu'on a fourni. Je suis à la place d'un sportif qui rate sa course, de ski, je sais pas, et puis son coach va le voir, il est pas content et il montre du mépris. Je dirais que là, peut-être aller dans le questionnement. Je vois que tu es quelque chose qui... alors, on va peut-être pas utiliser le mot mépris, mais tu sembles vraiment mécontent de ce qui s'est passé, quelque chose qui ne te convient pas. Voilà, ça ne te convient pas ou ce n'est pas à la hauteur. Donc, on va utiliser le vocabulaire qu'il y a derrière l'émotion de mépris pour questionner et la personne va pouvoir s'expliquer. Et peut-être que le coach sportif, à ce moment-là, va dire « Oui, écoute, je suis pas du tout content de la performance. La performance était très mauvaise. » Et donc, voilà, ça peut rassurer quant au fait que ce mépris n'était pas tourné vers soi, il était peut-être tourné vers le travail. Et donc, ça permet de mettre aussi les choses au clair et de pas tout de suite être susceptible ou se retrouver très touché personnellement. Passionnant. Ok. Est-ce qu'on peut continuer, vu à quel point je trouve ça passionnant, sur colère et dégoût, par de lumière, par sombre, à quoi est-ce que ça sert, s'il te plaît? Oui, donc par exemple la colère, c'est une émotion qui est très importante et notamment pour les leaders et notamment pour par exemple en négociation, c'est extrêmement important. On a besoin de ressentir de la colère et
je dirais qu'un leader qui ne ressent pas de colère ne peut pas être un bon leader. D'accord. Dans le sens où, et pourquoi? Tout simplement, c'est quand on comprend la fonction de la colère. La fonction de la colère, c'est, donc c'est une émotion, encore une fois, qui nous invite au combat, aller de l'avant, défendre nos idées. C'est une émotion qui va nous inviter qui va nous pousser à éliminer l'obstacle qui est devant nous, mais surtout aussi qui va nous pousser à nous affirmer, à affirmer nos opinions quand nous sommes en désaccord. Donc la colère, heureusement que l'on en ressent, sinon on n'irait pas dans la rue manifester contre des idées qui ne sont pas les nôtres. Si nous ne ressentions pas de colère, nous ne pourrions pas, en tant que, je ne sais pas, CEO d'une société, aller défendre auprès des investisseurs notre projet et la raison d'être de notre entreprise, malgré les résultats peut-être financiers en décalage avec les objectifs. En tout cas, un bon leader doit ressentir de la colère. Ce qui est important, c'est qu'il l'exprime de manière appropriée. Et c'est là le côté clair et côté sombre, c'est ça. Le côté sombre de la colère, c'est la destruction. Et c'est pour ça aussi que l'on dit, il est très important de comprendre sa colère et d'exprimer de manière appropriée sa colère, parce que quand on réprime sa colère, quand on ravale sa colère, on s'autodétruit. Parce que ravaler sa colère, on peut le faire, mais si on le fait de manière récurrente, on va se retrouver finalement à tourner la destruction vers nous-mêmes. Et l'émotion de toute manière de colère va à un moment ou un autre se manifester. Il va y avoir une explosion de colère un jour ou de l'agressivité. Donc le côté sombre de la colère, c'est l'agressivité. Génial. Donc si je comprends en fait cette notion de colère, c'est que j'ai quelque chose qui menace la satisfaction d'un de mes besoins, qui vient de m'empêcher peut-être d'aller jusqu'au bout. Et cette colère, elle va m'amener à aller de l'avant, à me dépasser, à faire valoir mes droits avec assertivité, mes opinions. C'est vraiment cette énergie qui me permet de résister. Maintenant, quand elle est mal utilisée, soit c'est quelque chose, quand elle est tournée vers l'autre, parce que c'est une des rares émotions qui est tournée vers un objet ou quelqu'un, va détruire cette relation à l'autre et va empêcher la création du lien, ou qui, quand je vais la ruminer, donc cette non-capacité à ventiler, être dans ce phénomène de catharsis, va m'auto-détruire, va me pourrir, va me ronger de l'intérieur. C'est ça. Oui, et c'est pour ça que je dirais même que finalement, c'est pas l'émotion en soi de colère qui est mauvaise à ce moment-là. D'accord. C'est notre incapacité à réguler cette émotion de colère. Mais comme toutes les émotions ne sont pas mauvaises ou bonnes. Voilà, exactement. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion. Il y a juste quand même ce côté agréable ou désagréable qui fait qu'évidemment chaque émotion a aussi son effet sur notre corps et sur nos sensations corporelles qui peuvent être agréables ou pas. Ça c'est vraiment passionnant parce que à penser que l'émotion est agréable, est positive ou négative. On peut être dans une volonté de dire je veux pas vivre d'émotions négatives, ce qui pourrait être louable et compréhensible intellectuellement. Mais ça veut dire qu'indirectement, on se coupe d'une partie, alors soit de l'équipe pour reprendre ta métaphore, mais soit tout simplement de nous-mêmes. Et voire même, on pourrait développer un côté apathique, en se coupant, apathique pour nous et pour l'autre, de nos propres émotions sur le sujet. Exactement. Et alors ça va aussi, on parlait tout à l'heure d'empathie envers soi-même pour pouvoir avoir de l'empathie vis-à-vis des autres, c'est que du coup on va être très en difficulté à comprendre ces mêmes émotions que l'on réprime pour nous, on va être en difficulté à les comprendre chez les autres. Non mais c'est vraiment passionnant et moi ça fait pas très longtemps que j'ai pris conscience de ça, sur cette notion de l'émotion agréable et désagréable, et ça m'est pas arrivé tardivement, ça m'est arrivé il y a 24 heures où j'ai vécu une situation qui était où j'étais très en colère et frustré, en colère, et c'est très intéressant parce que cette notion de dire, à ce moment-là je me suis dit ok, c'est une émotion qui est désagréable, pourquoi est-ce que je suis en colère, qu'est-ce que ça vient jouer au niveau de mes besoins qui sont satisfaits ou non satisfaits. Je me suis posé la question à ce moment-là et je me suis dit en fait je suis en colère pour telle raison parce que il se passe ça, et juste le fait de le mentaliser, de le verbaliser à ce moment-là, parce que ça revient pour telle raison, en fait, j'ai enfermé mon émotion négative dans une temporalité. En fait, je suis pas en colère parce que je suis en colère pour cette raison. Et je sais que cette raison
dans une demi-heure, elle sera plus là. Si tu vois, et en fait, ça a diminué l'intensité de cette émotion parce que je l'accepte et de me dire, cette émotion, c'est pas moi. C'est juste, elle est dans un cadre temporel et je sais que dans une demi-heure ou dans une heure, en fait, je n'ai plus de raison de vivre cette émotion. Et ça m'a vraiment apaisé à ce moment-là. Et c'est un travail que je fais sur moi, alors qui est pas toujours évident, parce que il est pas agréable sur ces émotions qui sont négatives. Mais c'est-à-dire, je suis en colère pour telle raison, parce que, et quand on a le parce que, on se dit, bah oui, mais ce parce que, dans une demi-heure, il sera plus d'actualité. Et donc, l'émotion à ce moment-là, physiologiquement pour moi, elle a vraiment diminué, je trouvais ça génial. Et là, tu confirmes que, finalement, l'intérêt de s'occuper de son émotion de manière immédiate. En fait, ça montre bien que le fait d'agir, de comprendre l'origine, le déclencheur et quel est le besoin satisfait au moment où on le ressent, permet de répondre finalement à une première partie, je dirais, de la fonction de l'émotion qui est de comprendre son besoin. Et ensuite, évidemment, du coup, on est dans une situation où nos amygdales se calment, on a une baisse d'activité de l'amygdale qui est pas complète, mais qui est déjà suffisante pour retrouver la lucidité et se tourner vers l'axe des idées, des solutions. Et donc, là, il n'y avait même pas forcément de solution, c'était de l'accepter. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, le fait d'agir sur l'émotion de façon immédiate. Alors, c'est le moment en plus où on est le plus sous cette notion d'hormones, d'émotions qui vient nous animer. Alors, c'est pas le plus simple. Mais je pense que si je l'avais pas fait, alors pour le cas d'espèce, mais de façon générale, en fait, ça pourrit en toi. Et ça peut tu peux avoir cette rancœur toute une après-midi, toute une journée, alors que c'est passé, en fait, d'une certaine manière. Oui, et en fait, c'est vraiment physiologique. C'est-à-dire on va garder cette tension dans notre corps, qui va être désagréable et qui peut impacter le reste de notre journée. Et comme tu le disais aussi de manière très juste, c'est que très important de distinguer l'émotion de notre identité nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas notre émotion. Donc, quand on dit « je suis en colère », en fait, c'est un raccourci rapide. Donc, nous devrions dire « nous ressentons de la colère ». Ou quand on dit à quelqu'un, d'ailleurs, moi, voilà, si c'est mon enfant qui est en colère, je risque de lui dire « écoute, tu es en colère », il est préférable de lui dire « je vois que tu ressens de la colère ». Mais vraiment, essayer de mettre de la distance entre l'identité et l'émotion, parce qu'on peut se retrouver aussi à associer notre identité à une émotion ou à des émotions et finalement se dire moi de toute manière je suis toujours en colère, je suis quelqu'un de colérique, etc., etc. En fait, si on met cette distance entre l'émotion et notre identité, on va être en capacité finalement à faire à prendre de la hauteur, on peut appeler ça réévaluation cognitive ou autrement, mais c'est prendre de la distance par rapport à l'émotion, ne pas l'associer à notre identité, essayer de la comprendre et ne serait-ce que de faire appel à ce moment-là à notre raison nous aide à calmer notre émotion et pouvoir mieux la comprendre. Voilà, donc on est vraiment dans cette idée d'ouverture vis-à-vis de toutes nos émotions, toute notre équipe émotionnelle, pour aussi leur permettre de se manifester, de s'exprimer quand elles en ont besoin, parce que le fait de mettre de côté un joueur toute une semaine peut avoir un effet néfaste par la suite. Bien sûr. Et va de toute manière se retrouver dans des impacts sur éventuellement la santé, un mal de dos, etc. C'est une façon qu'utilisent parfois les émotions pour se manifester. Tout à fait. Donc l'enjeu, c'est vraiment cet équilibre émotionnel, être réceptif à nos émotions, les comprendre. Évidemment, il est absolument normal de ressentir toutes ces émotions. Alors ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est que si je traite pas l'émotion, je pourrais avoir cette idée de je la mets sous le tapis et elle va disparaître, et en fait non, pas du tout. Et on le voit dans les accompagnements, je pense que tu dois même avoir au quotidien. Moi, quand il y a eu la Covid, le premier confinement, donc tout le monde s'est retrouvé séparé et tout le monde était gentil, tout le monde était beau et tout se passait dans le meilleur des mondes. Et il n'y avait plus de tension. Et puis quand on a remis à la fin du confinement tout le monde dans les mêmes salles,
toutes ces tensions, toutes ces émotions qui pouvaient être négatives, qui n'avaient pas été traitées, elles se sont mises à exploser. Et les gens étaient persuadés que quand ils se retrouveraient, ça serait le monde des bisounours. Et en fait, pas du tout. En fait, ça n'avait pas été traité. Et donc, ça s'est matérialisé dans la durée différemment. Et nous, sur de la négo, sur des choses comme ça, si tu perçois une émotion de colère, de peur, d'appréhension, de que sais-je, chez l'autre et que tu ne la traites pas, tu peux aller à la fin de ton processus où tu peux perdre beaucoup de temps et avoir quelqu'un qui dit, finalement, on travaillera pas ensemble. Et parce que t'as pas ventilé cette émotion, t'as pas aidé l'autre à mettre des mots dessus, et donc en fait t'as pas satisfait son besoin. Exactement. Et moi, de la même façon, j'ai des souvenirs de réunions avec des fournisseurs, de négociations pendant une journée sur des clauses contractuelles, se retrouver le lendemain matin à leur envoyer la version finale du contrat, et puis il nous appelle et il nous dit non, mais en fait, on va pas le signer, on n'est pas d'accord. Et là, on peut tomber de haut, parce que finalement, on a été tellement concentré sur les données, sur le contenu, sur les messages, sur nous, d'une certaine façon, que l'on est passé à côté des signaux, et notamment des signaux non-verbaux, qui auraient pu nous révéler, les doutes, le scepticisme, les frustrations de notre prospect, client ou fournisseur. Et donc, on se retrouve à finalement avoir des sorties de route, moi c'est ce que j'appelle des sorties de route de nos interlocuteurs, sans s'apercevoir qu'ils sont en train de sortir du chemin, et on le perd complètement. Et on se retrouve à être surpris, ou alors on se retrouve dans la voiture avec les collègues, et puis on dit finalement, je n'ai pas senti cette réunion. C'est trop tard. C'est trop tard, c'est en réunion, quand les choses se sont manifestées, quand les signaux de scepticisme, de doute, de déception, de frustration étaient là, il était très important à ce moment-là d'être en capacité de les relever avec tact, avec une communication appropriée, évidemment, mais pouvoir les relever pour mettre les choses sur la table et pouvoir inviter l'autre à s'exprimer sur les points qui lui posent problème. Mais et être là pour ça demande du courage. l'écouter. Ça demande du courage de faire ça, et c'est pour ça que bon nombre, je pense, le font pas. Je le vois quand j'accompagne des gens, ça demande le courage de s'intéresser à l'autre sur sa partie moins agréable, et donc peut-être de découvrir des choses qui vont faire écho chez nous, où on a une part de responsabilité. Ça demande le courage d'affronter de l'incertitude, parce qu'on sait pas où on va et que c'est pas non plus très agréable. Et d'entendre des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Mais si on n'a pas ce courage de comprendre l'autre, de ventiler ses émotions, en tout cas d'affiner sa compréhension du sujet, c'est compliqué d'emporter l'accord pleinement. Ou on peut garder de l'amertume, on peut garder... Donc non, c'est quelque chose que j'invite tous nos lecteurs. Quand on voit ces émotions qui sont offensives, si elles sont pas feintes, bien évidemment, si c'est pas une volonté de manipulation de la part de l'autre personne, c'est de s'intéresser pleinement à l'autre. Il y a 2 points importants dont tu parles ici. Je vais parler de cette manipulation parce que c'est important. Là, on parle vraiment de toute manière, on parle ici de détecter les signaux non-verbaux qui sont inconscients de la part de l'autre, donc qui sont des signaux qui s'expriment de manière très très rapide. La durée est très très courte, à moins de 100 millisecondes, et qui sont inconscients. Donc ça se voit quand on est sur une émotion qui est volontaire. C'est-à-dire quand quelqu'un veut nous montrer du doute, du scepticisme ou de la colère de manière volontaire, mais qui ne le ressent pas ou ne le pense pas, ça se voit. Oui, donc on apprend en fait à reconnaître les signaux non-verbaux qui sont finalement d'une certaine façon la réalité de l'état émotionnel et je dirais du besoin de l'autre. On apprend ça, et moi je fais ça aussi, c'est-à-dire que j'apprends en fait aux équipes, pas seulement les équipes commerciales, mais aussi beaucoup aux équipes commerciales à détecter ces signaux faibles pour pouvoir rebondir et savoir communiquer de manière presque facile. C'est ça l'idée, c'est pas justement de ne plus avoir besoin d'autant de courage et d'énergie pour pouvoir répondre, c'est plutôt automatiser cette faculté. Le non-verbal, c'est une langue. Automatiser cette capacité à détecter le non-verbal tout en étant en train de parler. C'est ça qui est parfois difficile,
observer l'autre, repérer ses signaux tout en étant en train de parler, et c'est ça qui est difficile. Donc pour rejoindre ce que tu disais, c'est qu'il faut du courage, mais il faut aussi beaucoup de disponibilité. Et bien souvent, quand on est en négociation, si on n'a pas suffisamment préparé la négociation, on va être focalisé sur le contenu. Oui. On va être presque en train de continuer à préparer notre négo en pleine négo. Donc, on va être focalisé sur le message et le contenu, et on va avoir 90% de notre disponibilité centrée sur ce que l'on veut dire. Et il va nous manquer cette capacité à regarder, écouter notre interlocuteur, s'intéresser réellement à lui et être capable de capter ses signaux faibles. Et c'est seulement quand on a vraiment bien préparé sa négociation que on a une plus grande capacité à repérer les signaux. Mais malheureusement, il y a quand même près de 4 personnes sur 10 qui soit ne voient pas du tout les signaux, ne voient pas l'état émotionnel de l'autre, soit voient des signaux mais se trompent dans l'interprétation. Oui, c'est-à-dire que il voit quelqu'un en pensant qu'il est déçu alors qu'en fait il n'est pas déçu, il est frustré. Et ça n'a rien à voir. Et donc si je vois un prospect qui semble être déçu, je vais peut-être lui dire « Vous êtes déçu ?» Et puis il va réagir tout de suite. Il va dire « Non, je suis pas du tout déçu. Hein. C'est juste que ça me pose problème. » Et donc en fait, peut-être qu'il était frustré et qu'on s'est trompé. Et donc il y a quand même 4 personnes sur 10 qui se trompent. Moi, avant même de m'entraîner à reconnaître correctement les états émotionnels, je confondais la colère et la tristesse parce que ça fait intervenir les mêmes zones du visage au niveau des micro-expressions, et ça c'est complètement différent. Donc voilà, l'enjeu c'est vraiment de pouvoir être disponible pour l'écoute active, plutôt active à 360 degrés que l'écoute réactive. Parce que l'écoute réactive, on est justement centré sur nous-mêmes en fait. L'écoute réactive. Et c'est pour ça que je pense que c'est compliqué de tout faire, pour être très sincère avec toi. Et d'où le fait que dans des négociations qui sont assez sensibles et complexes, nous on préconise souvent d'être à minimum 2 pour qu'on puisse séparer les rôles, avoir vraiment une personne qui soit en charge de la création du lien, qui est très focus sur l'autre, une personne qui peut être donc un négociateur qui peut être davantage au contact, et un négociateur derrière qui peut être là pour avec cette prise de hauteur, soit travailler sur les émotions, soit vraiment toute la partie prosodie, expression du corps, ou qui peut avoir une expertise complémentaire sur la stratégie, permettre de voir si on garde le focus, parce que c'est souvent compliqué de se concentrer sur ce qu'on dit, ce que l'autre, bien comprendre le propos, comprendre aussi son non-dit, et ce qui est un mensonge, par exemple. Enfin, c'est d'où le fait vraiment de bien organiser, bien préparer sa négociation en amont et bien organiser son équipe. Passionnant. On passe au dégoût, Sandra ? Complètement. Oui, avec plaisir. 3e émotion offensive. Oui, le dégoût. Oui. Alors le dégoût, on a le dégoût physique, et le dégoût moral. Voilà, donc tout simplement. Et le dégoût, c'est tout simplement une émotion. C'est tout simple. Le déclencheur du dégoût, c'est une contamination. Voilà. D'accord. C'est quelque chose qui nous déplaît. D'accord. Donc ça peut être un dégoût physique par rapport à une odeur ou par rapport à quelque chose que l'on voit qui nous dégoûte. Et donc là, ça va se manifester notamment sur le visage par des micro-expressions faciales différentes du dégoût moral, puisque là, on va plutôt froncer le nez, tout simplement. Le dégoût physique, c'est ça. Et puis le dégoût physique, comme le dégoût moral, dans tous les cas, la fonction du dégoût, c'est tout simplement d'éliminer la contamination ou de s'écarter de ce qui contamine. D'accord ? Donc, le dégoût physique, c'est assez simple. Quand quelque chose nous dégoûte physiquement, on va s'éloigner. En général, c'est ce qui se passe. Ou on va mettre, si c'est une odeur, on va masquer cette odeur. On va ouvrir les fenêtres. On va peut-être mettre je sais pas, des odorisants. Mais le dégoût moral. Pardon ? Ou on va tourner la vue sur quelque chose qui nous répugne, qui nous répugne, tout à fait. Et le dégoût moral, alors, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le dégoût moral, c'est quand il y a quelque chose qui est vraiment très en décalage avec nos valeurs, avec notre morale. Moi, par exemple, si je vois, il y a pas longtemps, j'avais une voiture devant moi, on était sur la route, je roulais aussi, et la voiture devant moi, la personne qui est dedans
à jeter un sac de McDonald's vide, plein, vide probablement, voilà, par la fenêtre, d'accord, dans le fossé. Je me suis pas filmée, mais c'est fort possible que j'ai exprimé du dégoût moral. Parce que c'est absolument à l'encontre de mes valeurs et ça me touche. Donc voilà, le dégoût moral, c'est ça. Et alors, ça peut arriver en entreprise aussi. Et ça, c'est quand même important parce qu'on peut se poser des questions. Alors, je dis en général que parfois, il y a des émotions... on va dire bon signe et puis des émotions mauvais signe. En l'occurrence, quand on voit du dégoût moral, si vous êtes commercial et que vous êtes face à un prospect ou un client et puis que le client montre du dégoût moral, c'est un message d'alerte. Ouais, il y a un truc de pas congruent. Potentiellement, c'est pas dans ses valeurs. Pas congruent. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Alors ça peut être intéressant à ce moment-là de dire peut-être à finir sa phrase quand même et puis de dire si je vois bien quelque chose ne vous plaît pas ou quelque chose qui ne vous plaît pas, ne vous convient pas, on peut trouver des mots qui sont, on va dire, doux pour pouvoir aborder le sujet, pour aider l'autre à s'exprimer sur ce qui ne lui plaît pas. Et si on tombe juste, et c'est l'entraînement qui permet de tomber juste, en général, la personne va dire ce qui ne lui plaît pas. Mais dans tous les cas, c'est probablement mauvais signe quand même. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui ne convient pas à l'autre. Contrairement à d'autres, mais ça on en parlera peut-être après. Contrairement à d'autres émotions qui peuvent comme ça faire penser que c'est mauvais signe, mais en fait c'est plutôt bon signe dans la négociation, notamment les négociations tarifaires avec la tristesse. On en parlera après. Mais voilà le dégoût. Passionnant. Vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. Là, on était sur les émotions offensives, Sandra. Oui. Oui. Donc après, on a les émotions offensives, au nombre de 3, et puis après on a les émotions coopératives, donc les émotions qui sont au centre là. Finalement, les émotions du centre, c'est un peu comme les joueurs. Alors, je suis pas très très forte en football, mais bon, je comprends quand même que les joueurs qui sont au centre sont un peu le lion. Finalement, c'est ceux qui vont faire les passes décisives aussi, qui vont permettre à l'attaquant de marquer, etc. Donc, c'est un peu le lion. Donc, les émotions coopératives, eh bien, on retrouve la joie, l'amour et l'intérêt. C'est des émotions qui se manifestent pour nous inviter au partage, à l'ouverture. Et c'est ce qui se passe en général. C'est relativement rare qu'on ne partage pas sa joie. Bon, éventuellement, si l'environnement fait que on a des préjugés, des croyances qu'il ne vaut mieux pas partager sa joie à ce moment-là, dans telle réunion, on va peut-être la contenir, mais bien souvent, la joie, on la partage avec bon cœur. Et c'est pour ça que le rire, le sourire, qu'il vient naturellement, qui est inconscient, on continue de le garder sur le visage de manière volontaire, à partir du moment où on en a conscience. Donc voilà les émotions coopératives. Et puis après, on a les émotions défensives. Et les émotions défensives, on va retrouver la tristesse, la peur, la honte et la culpabilité. Alors toutes ces émotions dont je vous parle là, il y en a, ce sont les 12 émotions primaires, il y en a certaines qui se caractérisent, on va dire, qui sont reconnaissables avec le non-verbal, les micro-expressions faciales. Et c'est en général sur celles-là que l'on travaille le plus. Donc les émotions défensives, tristesse, peur, honte, culpabilité. Donc la tristesse, le déclencheur, c'est une perte. La perte de quelque chose ou la perte de quelqu'un. Un enfant qui a perdu son doudou, quelqu'un qui a perdu la possibilité d'acheter une maison. Ça peut être ça. C'est aussi la perte projetée. On peut ressentir de la tristesse parce qu'on se projette dans un futur où il va nous manquer quelque chose. D'accord. C'est ce qu'on dit en égo, on a perdu la satisfaction d'un de nos besoins. On ne sait pas encore comment le retrouver. Et donc, c'est cette émotion qui va nous permettre de faire le deuil de cette satisfaction du besoin, de passer à autre chose. C'est une émotion qui nous aide à passer à autre chose, en fait. Oui, elle nous aide à passer à autre chose et nous invite en premier lieu quand même au repli sur soi ou alors appeler à l'aide. On va être une situation où on va avoir besoin de retrait de soi, en fait, un petit peu.
et puis éventuellement appel à l'aide. Donc, quand on voit quelqu'un de déçu, plutôt qu'être sympathique et lui dire tout va bien, attends, c'est pas si grave, ou alors ou tout de suite vouloir le conseiller et trouver des solutions pour lui. Dans un premier temps, c'est d'accueillir son émotion, lui dire si je vois bien, tu sembles déçu ou tu sembles triste, si c'est quelqu'un qui montre vraiment une intensité émotionnelle plus forte. Est-ce que tu souhaites un moment pour toi? Souhaites-tu éventuellement un peu d'aide, mais sans forcément tout de suite basculer sur le conseil. Et donc voilà, ça c'est l'émotion de tristesse, et je parlais des négociations parce que ça c'est très important. Quand on annonce par exemple, on est dans la présentation de notre offre commerciale et on bascule sur la partie tarification, si l'on voit une émotion de déception chez le prospect ou le client, à ton avis, est-ce que c'est bon signe ou mauvais signe? Nous, dans la négociation, la tristesse, elle a un impact quand alors il y a Marwan Sinasser qui a beaucoup travaillé dessus, mais quand elle est jugée comme légitime par son interlocuteur. Et quand d'une certaine manière, ton interlocuteur reconnaît que tu n'as pas eu ce que tu pouvais souhaiter, et donc c'est cet appel à l'aide que tu dis. Et en fait, on se sent pas contraint, pas dans l'obligation, mais on se sent dans l'envie de donner davantage à notre interlocuteur. Par contre, si elle n'est pas jugée comme légitime, elle peut créer un creux plus important entre les personnes, d'avoir une sorte de personne qui va se plaindre pour se plaindre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Est-ce que la perte est légitime ou pas? Exactement. D'une certaine façon. Ouais. Donc, mais je veux bien entendre ta réponse dessus, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Moi, quand je montre le visage d'un potentiel prospect ou client qui montre de la tristesse au moment où on annonce le tarif, bien souvent, les équipes commerciales disent c'est mauvais signe, quoi. C'est mauvais signe parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin, c'est plutôt négatif, etc. Et là où il faut comprendre la notion de tristesse, c'est que c'est exactement comme quand on va dans un magasin et puis on avait l'intention d'acheter, je ne sais pas, un ordinateur, et puis le nouvel Apple là, portable avec 3 écrans, par exemple, je dis n'importe quoi. Et puis on avait un budget, d'accord. Et puis on regarde tous les détails techniques de l'ordinateur. On a discuté avec le commercial du magasin, tout est vraiment top en fait. Donc on est vraiment prêt à l'acheter. Et puis on regarde le prix. Et puis là c'est bien plus haut que ce qu'on avait prévu, d'accord. On va être triste, on va exprimer de la déception. Et est-ce que c'est mauvais signe quand on est commercial? En fait, moi je montre que c'est pas mauvais signe. C'est même peut-être plutôt bon signe. Alors, c'est pas gagné, mais c'est plutôt bon signe parce qu'en fait, tout simplement, ça veut dire que la personne s'était déjà projetée dans l'achat. Elle avait déjà acheté ce que vous avez proposé. Elle est plutôt d'accord, sur probablement l'ensemble des éléments de l'offre, sauf ce que vous avez présenté à l'instant. Alors, qui est peut-être du coup, là, on parlait du moment où on présente le tarif. Donc, seul le tarif peut éventuellement ne convient pas et le déçoit, mais on ne sait pas encore par rapport à quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant, mais il faut quand même se dire que c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que la personne potentiellement n'a pas d'autre objection que l'objection sur le tarif, et on peut, de ce fait-là, peut-être rebondir sur ce point-là, sur cette observation, et dire à la personne, si je vois bien, vous semblez déçu. Ok. Le prospect peut dire à ce moment-là, écoutez, oui. Alors, on ne sait pas pourquoi exactement, mais c'est quand même sur la notion de tarif, puisque c'est à ce moment-là que l'émotion a lieu. L'émotion ne nous dit jamais pourquoi elle est là. D'accord. On peut faire des interprétations, mais elle ne nous dit jamais pourquoi elle est là. Ah oui, je suis déçue parce que en fait, j'avais un budget qui était 30% plus bas, et puis là, en l'occurrence, ça ne me convient pas. Ou alors, je suis déçue parce que tout simplement, votre offre est bien plus intéressante que celle du concurrent, et je me suis engagée hier en fait avec le concurrent. Donc, je vais pas pouvoir vous acheter la prestation, le tarif me convient aussi, mais je suis déjà engagée.
Donc en fait, voilà, ne pas interpréter jusqu'au bout, je dirais, la cause origine de l'émotion, mais comprendre la fonction de l'émotion pour pouvoir voir les signaux et rebondir en dynamique avec les besoins qu'il y a derrière. Voilà, c'est un exemple en tout cas. Ouais, mieux vaut voir de la déception quand on annonce le prix que de voir, par exemple, du dégoût ou alors du mépris. Oui, d'accord. C'est sûr. Maintenant, c'est vrai que on est vraiment sur ça. Nous, dans notre travail, mais j'entends totalement ce que tu dis, pour éviter mais sur lequel on peut être quand même confronté, on va essayer quand même de donner un maximum de... On pense qu'annoncer le prix très tardivement, ça peut mettre l'autre dans une position de culpabilité, de honte ou de tristesse, ce qui n'est pas toujours agréable, et c'est quand même plus simple de lui laisser un champ des possibles assez large, même si c'est une fourchette de prix large, mais qui puisse avoir quand même de la visibilité que d'avoir cette émotion sur laquelle les gens sont pas toujours très à l'aise de se dire c'est trop cher. Est-ce que ça veut dire que c'est trop cher par rapport à moi en tant qu'individu parce que je peux pas me le permettre alors que mon voisin pourrait se le permettre? Ça met les gens en porte-à-faux quand c'est pas annoncé très clairement. Mais j'entends ce que tu dis parce que pour le coup c'est vrai que ça a beaucoup de sens de se dire que finalement tu peux avoir quelqu'un qui vit cette émotion de tristesse parce qu'il a fait un autre choix ou parce qu'il s'attendait pas forcément à ça et que tout était validé, il se projetait déjà et que à ce moment-là il a l'impression qu'il va pas pouvoir le faire. Oui, et puis surtout au-delà de voir les signaux, c'est de réagir parce que si on réagit pas, potentiellement on va interpréter. Si on ne sait pas voir clairement ces signaux ou on ne les comprend pas, on va interpréter. On va peut-être se dire, admettons que le prospect à ce moment-là dit, écoutez, on va pas pouvoir signer ensemble à la fin de la discussion de la réunion. Il va toujours rester une incompréhension chez nous parce qu'on a eu l'impression que tout allait bien finalement et on n'a pas vu certains signaux et on ne va pas comprendre. Alors qu'en comprenant, on va être capable d'apprendre. Peut-être que cette affaire-là, elle va pas être conclue, mais peut-être qu'une autre va être conclue parce qu'on va être capable d'apprendre les raisons pour lesquelles le prospect a été déçu à ce moment-là. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Voilà, mais dans tous les cas, la tristesse, c'est une émotion importante à prendre en compte et notamment, on a quand même vécu beaucoup de charges émotionnelles de la part des collaborateurs en entreprise depuis le Covid. Les personnes sont en difficulté pour beaucoup. Et donc, si on est manager ou leader, il est très important de voir ces signaux de tristesse, de déception pour tout simplement inviter l'autre à remplir le besoin insatisfait d'une certaine façon, en tout cas le premier niveau du besoin lié à cette émotion, qui est peut-être lui accorder un peu de temps, peut-être lui permettre de sortir de réunion et de prendre 10 minutes pour se poser, et se retrouver, etc. Mais bien voir ces signaux est extrêmement important aussi dans les signaux préventifs de burn-out, dans les risques psychosociaux. Il y a beaucoup de plans d'action en entreprise pour prévenir les risques psychosociaux, mais j'en ai pas vu beaucoup, je crois que j'en ai vu 0 pour l'instant, j'aimerais bien en voir, qui intègrent des actions justement pour comment repérer et détecter les signaux faibles de risques psychosociaux, les signaux de tension, les signaux de tristesse, etc., avec le non-verbal. Tout à fait. On passe à la honte, parce que en réfléchissant à cette notion de honte, je me dis, et dis-moi si je me trompe, en fait, c'était l'inverse du mépris. Le mépris, c'est que on a un livrable qui est pas à l'attente de qui est pas à la hauteur de nos attentes, pardon. Est-ce que la honte, c'est moi qui ne suis pas, ou mon livrable qui n'est pas à la hauteur des attentes de ce que l'autre pourrait avoir? Donc, alors, la honte et la honte, c'est, il y a deux choses. Donc, il y a la honte et la culpabilité. Donc, la honte, on va avoir on va en fait, on va avoir en fait une évaluation négative de soi. D'accord, de soi. D'accord.
Donc le déclencheur de la honte, c'est ça, c'est que on a vraiment une évaluation négative, soit d'une action que l'on a faite, soit d'un comportement qu'on a eu, soit de ce que nous sommes même. Oui, mais ça veut dire que par rapport au mépris, où c'est nous qui avons une évaluation positive, soit de nous, soit une évaluation négative de l'autre, là c'est l'inverse. Oui, c'est ça. C'est l'inverse. Sachant que en général, quand on est honteux, on va être en difficulté à être dans l'expression derrière. Oui, d'accord. Oui. À s'exprimer. Ça va être très très intérieur en fait, comme émotion. Donc là, en fait, bon, après il y a des choses potentiellement à faire, mais notamment un travail de réévaluation cognitive, parce que parfois, voilà, on peut avoir honte de choses, mais il y a un travail à faire pour pouvoir replacer finalement l'origine à la cause de la honte à sa place et peut-être réévaluer en fait la situation avec un peu plus de sens de la réalité pour pouvoir peut-être mieux peser finalement la situation, parfois même dédramatiser s'il le faut, quand on est sur quelque chose qui n'est pas qui n'est pas non plus trop sévère. Et puis il y a la culpabilité aussi, donc qui est qui est aussi une émotion. Alors c'est des émotions honte et culpabilité qui vont être plus difficiles à être vues. Quelqu'un qui a honte ou culpable, en tout cas ça va être les signaux vont être un peu plus difficiles à voir. Il peut y avoir éventuellement quand même quelques postures non verbales, mais là on sort un peu notamment des micro-expressions faciales. On va plutôt être sur des postures au niveau du corps qui vont peut-être suggérer repli sur soi, mais ça va être difficile de voir la différence entre honte et culpabilité à ce moment-là, par exemple. Mais la honte, culpabilité, on va la voir peut-être par la posture. La honte, ça va être beaucoup plus intérieur et du coup un peu plus caché. Mais voilà, ce sont des émotions qui font aussi, qui invitent quand même encore une fois au retrait de soi, éventuellement besoin d'aide, comme la peur, donc la dernière émotion des émotions défensives. La peur, ça c'est aussi, je trouve, très très important de bien la repérer. Dans la peur, il n'y a pas que l'effroi, être terrifié, etc. Il y a tout simplement les appréhensions et les craintes. C'est avoir des craintes sur quelque chose ou appréhender une situation. En entreprise, c'est le cas tous les jours. Donc, si on voit les craintes et les appréhensions, on est capable de tout simplement de permettre à l'autre d'accéder à la possibilité de limiter la menace. Parce que la peur, c'est une émotion qui est déclenchée par une menace sur son bien-être physique ou mental, tout simplement. Donc, la peur invite évidemment soit à la fuite, on s'écarte de la menace, soit on va affronter finalement la menace, mais pour pouvoir l'éliminer. Donc donc en entreprise c'est pareil. Je pense que c'est très important d'être alerte quant aux signaux de crainte, de peur. Ça se voit aussi, là encore une fois, ça se voit clairement sur le visage, puisque le visage, du coup, je pense que tu l'as compris, et pour les auditeurs, c'est vraiment la palette complète de nos émotions. Notre visage reflète la palette complète de nos émotions. Oui, c'est passionnant. Et ça, est-ce que tu sais pourquoi? Tu le sais alors du coup peut-être pourquoi le visage peut refléter la palette complète de nos émotions, et finalement pourquoi est-ce que il y a un lien entre nos expressions faciales et puis nos émotions? Mais je veux bien que tu me le dises. Je me suis pas posé la question comme ça. Je crois que tu m'en avais parlé la dernière fois. C'est pour ça, effectivement, le fait qu'il y a un lien direct entre notre système limbique et puis les muscles de notre visage. Donc les muscles de notre visage sont directement reliés par le 7e nerf crânien à notre système limbique. C'est ce qui explique pourquoi, de manière inconsciente, nos émotions se voient sur notre visage avant même que nous en ayons conscience. Ah, je savais pas. Dans ce laps de temps de 500 millisecondes. Ah, je savais pas. C'est pour ça qu'il est très difficile de réprimer, ou en tout cas de contenir ces émotions. Elles se voient sur le visage dans ce délai de 500 millisecondes,
Et ensuite, notre cortex préfrontal prend en charge la situation d'une certaine façon, enfin essaie de la prendre en charge, et c'est à ce moment-là que l'émotion devient un sentiment. Quand on conscientise l'émotion, on est une demi-seconde après la naissance de l'émotion dans notre système limbique. Notre cortex préfrontal, à ce moment-là, commence à prendre en charge ses fonctions, notamment de régulation, tant bien que mal, du système limbique. D'accord. Donc voilà, ça c'est très important de comprendre ce lien pour aussi comprendre que c'est pas détecter correctement le non-verbal, et c'est pas juste une interprétation, c'est vraiment il a été largement prouvé ce lien direct entre notre état émotionnel et nos micro-expressions faciales. Effectivement. Voilà, donc pour revenir sur tout ça, l'enjeu c'est vraiment l'équilibre émotionnel en fait. Ouais. Moi j'invite souvent les personnes, les équipes, etc. à bien repérer si leur équipe émotionnelle est complète. Est-ce qu'il y a quelques émotions qui sont tout le temps absentes, hein? C'est-à-dire est-ce qu'il y a des émotions aussi désagréables qui reviennent en continu sans jamais ressentir d'émotions agréables? On peut faire le bilan en fin de journée, ou on peut faire le bilan en fin de semaine, mais mieux vaut le faire en fin de journée, tous les jours. S'assurer tout simplement qu'on est dans notre équilibre émotionnel. Si on a vécu une journée où on a ressenti que des émotions désagréables, se dire, ok, ma journée, elle n'est pas équilibrée en fait, du point de vue émotionnel, clairement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Quelles activités, quelles actions je vais faire pour générer des émotions agréables? Et c'est ce qui permettra dans la journée d'être plutôt à l'équilibre et d'éviter se retrouver en fin de semaine ou à la fin du mois complètement en décalage, ou même commencer ses vacances en étant malade, ce qui arrive assez souvent. Mais écoute, passionnant. Donc, si je comprends bien vraiment ce qu'on se dit, c'est que cette notion d'empathie, d'intelligence émotionnelle, c'est effectivement cette capacité d'empathie à l'autre sur ces 12 émotions, notamment offensives, coopératives ou défensives. Mais c'est surtout dans un premier temps, avant de s'intéresser à l'autre, c'est de l'auto-empathie d'une certaine manière. C'est cette capacité à les diagnostiquer chez nous, à comprendre ce qui se joue, dans quel cadre, pour pouvoir les réguler et pour pouvoir d'une certaine manière agir après plus conformément à nos besoins ou nos objectifs, mais en tout cas ne pas subir l'émotion, parce que ce que tu dis, c'est vraiment, moi je trouve ça passionnant, c'est pas positif ou négatif, c'est-à-dire qu'il faut pas se couper de ce qui pourrait être des moins agréables, c'est agréable et désagréable, et c'est une équipe qu'on doit vivre dans sa globalité au quotidien. Exactement. Passionnant. Exactement. Et c'est vrai que c'est quand on a ce regard-là sur les émotions, on voit les choses complètement différemment. Oui. Pour nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis des autres. Oui, complètement. On n'est plus aussi touché, peut-être, ou gêné par peut-être la colère de quelqu'un. On l'est différemment. Même pour nos émotions. Voilà, on l'est différemment. Voilà, on va déjà être en capacité à réguler ses propres émotions parce qu'on a la contagion émotionnelle qui est évidente, c'est-à-dire qu'évidemment, quelqu'un qui est en colère, en général, ça nous provoque aussi un peu le sentiment de colère. Voilà. Et puis, on va être capable de voir sa colère de manière, je dirais, objective. Plus lucide. C'est-à-dire qu'on va mieux l'accueillir dans sa colère, et le fait de l'aider à verbaliser sa colère va l'aider à calmer son système limbique et l'activité de son amygdale, et va vite très plus rapidement en tout cas, il va être plus en capacité lui-même à retrouver de la lucidité. Donc, l'intelligence émotionnelle et l'empathie, encore une fois, pour revenir à notre premier point, l'idée n'est pas du tout d'exacerber sa sensibilité émotionnelle ou au contraire de complètement contenir et réprimer sa sensibilité émotionnelle. C'est pas ça. On est vraiment dans juste la compréhension des émotions, savoir bien les décoder, savoir les comprendre et savoir réguler, composer avec ses émotions, les siennes d'abord et celles des autres aussi. Encore une fois, pour la qualité de la relation, moi, ce qui m'a toujours motivée, je travaille 18 années dans l'industrie, c'était la qualité des relations, et je pense que c'est cultiver le lien
passe par être dans une posture empathique, d'écoute empathique et de travailler et apprendre à développer son empathie. Passionnant. Sandra, j'ai l'habitude de finir le podcast par une question qui est toujours la même. Si la Sandra d'aujourd'hui devait rencontrer la Sandra d'il y a 20 ans, quel est le conseil que tu lui donnerais à cette Sandra il y a 20 ans, s'il te plaît? Alors, comme j'ai 42 ans, ça fera 22 ans, je me projette, comme je suis très cartésienne, ça fait que j'ai travaillé déjà depuis 1 an, voilà, je travaillais déjà. Super. Donc, comme je travaillais déjà, je suis sortie à 21 ans d'école, je lui dirais tout simplement de ne pas ne considère pas ta capacité à nouer des relations de qualité comme une faiblesse pour devenir un leader, mais plutôt comme un atout majeur pour devenir un bon leader. Parfait. Parce que je pense que c'est ce que je ressentais au démarrage et pendant pas mal d'années, c'est le fait que j'avais plutôt une facilité à nouer des relations de qualité. C'était plutôt agréable d'ailleurs d'un point de vue relationnel, mais j'avais cette croyance qu'un bon leader ne devait pas finalement être autant empathique, mais je pense que j'avais une empathie qui était j'ai quand même toujours fait attention à mon équilibre émotionnel, mais je ne croyais pas qu'un bon leader pouvait être performé empathique, ce sur quoi je suis absolument convaincue aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ce qui est de toute manière de plus en plus mis en avant. Les meilleurs leaders sont des leaders empathiques, mais dans le sens de l'empathie qu'on a détaillé. Donc, la capacité à s'intéresser à l'autre. Et passionnant. Exactement. Tout à fait. Très, très, très grand. Merci Sandra pour la qualité de cet échange. C'était sincèrement passionnant. J'ai beaucoup apprécié. Moi aussi, beaucoup. Merci Julien. Merci Sandra. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast de Pour Parler et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci.